bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour, bonsoir. Alors ça y est, c'est le moment d'écouter Élise. Écoute, je pense que maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu puisses te présenter à tout le monde. Tu nous dis ce que tu veux sur toi. Voilà, qui es-tu, Élise ? Je m'appelle Élise. Actuellement, je suis maçonne en terre crue. Je ne l'ai pas toujours été, je ne le serai pas toujours. Et je suis complètement attirée et passionnée des questions d'autonomie, donc autant au niveau alimentaire que de l'habitat. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'en apprendre le plus possible autour de ces sujets-là, et surtout de vulgariser et retransmettre derrière les informations. J'ai un truc qui me vient là tout de suite, j'en ai beaucoup des trucs qui me viennent tout de suite. Pourquoi être autant attiré et passionné par les questions de l'autonomie ? D'où ça vient ? C'est pas venu tout de suite dès l'enfance, ça c'est sûr. C'est venu plus tard, j'avais un intérêt quand même pour faire un métier qui ait du sens, et en tout cas qui soit bon pour le bien commun. Et l'urgence qui me semblait être à l'époque, et qui l'est toujours par ailleurs, c'était l'urgence écologique. Donc, j'ai entrepris des études dans l'environnement. Ça me semblait être un enjeu très utile pour le bien commun et pour l'avenir, donc ça allait bien avec mes valeurs. Et je me suis fait complètement dépasser par les enjeux et les connaissances que j'y ai apprises. Il y avait de la climatologie, de la biologie, de l'économie, tout ça apporté dans un contexte d'une société en transition écologique et sociale, et d'avoir pris connaissance de toutes les forces qui s'exerçaient sur nous, sur la nature. Évidemment, je suis passée par une phase d'éco-anxiété. Ça, c'est un peu un mal de ma génération. C'est un réel phénomène ? C'est un réel phénomène. Même les psychologues aujourd'hui, ils commencent à s'outiller un petit peu plus autour de cet enjeu, tellement la jeunesse s'est prise d'angoisse et voire de dépression, parce que d'être vivant dans un monde qui meurt, c'est quand même pas évident à intégrer comme idée. Et donc il faut être bien outillé, c'est des outils qui prennent du temps, psychologiquement, et ça passe énormément par la communauté, par les autres, par des discussions, par une réassurance mutuelle qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui traversent ça. C'est aussi pour ça que ça me parle de faire ce podcast. Mais donc, quelque part, la question de l'autonomie s'est un peu imposée à moi. Je ne rêvais pas d'être autonome. C'est un peu le système actuel qui me l'impose déjà un peu de l'être. Et quelque part, ça a beau être un cheminement dur, on pourrait se dire, oh la vache, c'est quand même pas évident. Et à la fois, quelque part, j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est des enjeux qui sont tellement sains, épanouissants, passionnants, de savoir comment cultiver sa nourriture, comment conserver ses graines, comment s'adapter à son sol, s'il est trop calcaire, s'il est trop ceci. Et en fait, même le bâti, parce que du coup, je me suis formée dans les deux, avoir un toit sur sa tête, les questions de thermie du bâtiment, comment s'éviter des gros coups de chaud quand il fait 40 degrés dehors et être frais à l'intérieur. Toutes ces questions-là, je ne me les serais jamais posées s'il n'y avait pas eu un dérèglement climatique majeur et mondial. Jamais. C'est des questions qui se sont imposées à moi de par nos enjeux actuels. Mais quelque part, au-delà de la détresse, maintenant, je suis tombée d'amour pour ces questions. Je comprends aussi les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ces enjeux parce que c'est difficile de s'y intéresser. Ça demande quand même une grosse remise en question. Ça demande de sortir d'une zone de confort. En fait, ce chemin de la transition, il est quand même fastidieux et je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'y aller.
Le chemin de la transition, tu parles de chemin de la transition vers la ruralité ou l'autonomie, etc. Les deux vont ensemble les deux. pour moi. Ok. Qu'est-ce qui a déclenché ces études? Enfin, il y a quand même, tu vois, un truc, enfin, je sais pas, ton environnement. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, voilà, de quelle région, dans quelle ville, dans quel environnement tu as grandi, pour justement voir un peu peut-être cette transition et après d'où te vient cet intérêt, cette appétence, cette sensibilité vers l'écologie, l'autonomie, la ruralité, blablabla. Très bien. Je suis déjà, pour le contexte socio-professionnel, fille d'une infirmière et d'un restaurateur à la base, qui se sont eux-mêmes reconvertis depuis, mais j'ai grandi dans ce cadre-là, dans un milieu, comment c'est, Marc, c'est pas une banlieue, c'est quoi, un truc pavillonnaire, résidentiel, comment on pourrait dire l'agglomération lilloise, confortable, on va dire ça. Alors je me souviens qu'avant d'arriver là encore, pour te dire, mes parents ils vivaient dans un petit appartement, ils n'avaient pas de jardin, ils avaient pris un jardin ouvrier dans lequel on allait passer des fois le week-end et ils plantaient des petites tomates, des petits trucs. D'accord. Ça, j'ai souvenir qu'on passait nos anniversaires respectifs là-bas. Dans le jardin. Dans le jardin. Après, jusqu'à mes 10 ans, j'ai grandi autour de Lille, puis j'ai déménagé dans le sud-est de la France, autre ambiance, région niçoise, cannoise, Côte d'Azur de manière générale. J'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. Puis dès que j'ai pu, je suis partie. Donc j'ai ensuite navigué un peu avec mes études avant d'arriver ici, quoi. Ah, mais ça veut dire que donc, la sensibilisation écologique, etc., elle est arrivée à Nice, à Cannes, dans un environnement qui me paraît pas... Elle est arrivée... en fait, déjà à ce moment-là, j'avais envie de... Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, d'être dans le care, dans le soin. Ça passait par je vais faire des études de sage-femme ou des choses comme ça. Après, j'avais quand même vachement envie de découvrir un peu l'histoire de notre humanité, donc je suis partie sur de l'anthropologie après le bac. Sujet passionnant, nonobstant, mais plus en passion personnelle, pas forcément professionnaliser ça. Et comme je te disais, vraiment, j'avais envie d'être utile. Et quand je regardais les enjeux qui nous entouraient, vraiment, j'avais l'impression que l'environnement, de toute façon, ça allait être la racine du problème, parce que t'auras beau... Alors, je nuance un peu mes propos aujourd'hui, mais on a beau régler les problèmes sociétaux, de pauvreté, d'handicap, d'accès à l'éducation, n'importe, si de toute façon, il n'y a rien qui pousse, qui fait trop chaud, ou que tu as des incendies, des ouragans, ça va pas le faire. Donc, dans ma tête, la priorité, c'était la base, l'environnement. Déjà, le fond. On évolue dans quoi, en fait? Qu'est-ce qui nous entoure et c'est quoi la santé de ce qui nous entoure? Et à partir de là, je m'étais dit, on verra le reste plus tard. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'il y a vraiment des luttes qui sont ensemble, quoi. Il y a il y a un mot pour ça, il faut que je te le trouve. D'accord. Bref. Ça va te revenir. Voilà. Mais oui, vas-y, pardon. Mais est-ce que, par exemple, ta famille était... Est-ce que tu étais dans un environnement familial où on en parlait beaucoup? Tu vois, est-ce que... Pas du tout. Ma ton famille papa, ta maman, tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, etc. Alors, non. Ça, non. On passait beaucoup de vacances à la montagne, on allait marcher, on prenait 4-5 jours les sacs à dos, on dormait en bivouac. Il y a quand même un rapport un peu à la nature, mais on parlait pas... On consommait la nature, si tu veux. Tu vas dans la nature pour marcher, pour faire du ski, pour faire du cheval, mais on n'avait pas ce truc de apprendre à la connaître, apprendre à reconnaître, apprendre à protéger. Tout ça, il n'y avait pas. Ok. Sur ta présentation Non. T'as un chien, t'as des chats? Ouais. Non, oui, voilà. J'ai pas trop parlé de mes études et tout, post-bac après. Je sais pas si le contexte est très clair pour les gens. Quand même, précise un peu les études. Ça peut intéresser. Ouais, parce que justement, tout à l'heure, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, mais quelles études on fait? Déjà, quelque chose de très généraliste à Lyon, une école spécialisée dans la transition écologique, solidaire et citoyenne. Où là, voilà, on voit tous ces enjeux-là, climatiques, économiques, philosophiques aussi. Et c'est quoi les métiers qui débouchent derrière ça, par exemple? Tu vas là-bas pour faire quoi, en fait, demain, comme métier? Eh ben, tu peux faire de la gestion de territoire avec les mairies, tu peux être... quand tu fais de la médiation entre plusieurs acteurs, entre les gens du territoire et les pouvoirs publics, par exemple. D'accord. En fait, vu que tu as une connaissance de terrain et aussi des institutions, tu peux te permettre d'être dans un rôle de médiation qui est très intéressant, mais qui, moi, n'était pas encore assez de terrain pour moi, quoi. Je voulais vraiment être dans la nature constamment. Ouais. Et après ces études-là, donc quand même assez théoriques,
C'est là que j'ai pris le van. Je suis partie 2 ans. J'ai fait le tour des écolieux, de fermes pédagogiques ou de chantiers Twiza. Pour ceux que ça intéresserait, C'est quoi ça, Twiza? J'ai jamais Ouais. entendu. C'est Twiza, une ça s'écrit plateforme comment? TWIZA qui met en lien des personnes qui font de l'éco-construction, qui rénoveraient leur maison, qui la construiraient, et des gens, des bénévoles qui voudraient apprendre des systèmes constructifs. Donc en fait, ça fait comme le woofing, ça c'est plus connu, mais en version habitat, quoi, bâti. Donc on peut apprendre à faire des yourtes, des pas-yourtes, des carters, juste des enduits terre. Oui, donc études à Lyon, Ouais. transition, école, machin, besoin de plus de concret, je prends un van, je fais le tour des écolieux, C'est vrai. truc. Mais là, je me rends compte que ces connaissances-là vont pas me suffire, donc j'entreprends un BTS en paysagisme à distance pour continuer à vadrouiller et à la fois vraiment m'y connaître plus sur le monde végétal. Une fois que cette question-là était réglée, je me suis concentrée sur le bâti et c'est là que je suis partie en Drôme, à Die précisément, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, allez-y, c'est très sympa. Mais pas l'été. Mais pas l'été, il y a déjà assez de surtourisme. Et en plus, il fait trop chaud maintenant l'été là-bas. J'ai fait l'OPEC, qui est un L'OPEC, centre de formation. OPEC. Ouvrier professionnel de l'éco-construction. Ah Et ouais. tu as son ami l'OPRP, qui sont cousins-cousines, spécialisés dans les deux, de toute façon, la rénovation du bâti ancien et l'usage d'écomatériaux, paille, terre, chaux, ossature bois. Voilà. Tu as de la charpente, tu as de la thermie, Donc là, tu as quand même fait un sacré saut entre les premières études que tu as entamées, où tu aurais pu faire de la médiation sur le territoire, patati patata, et là, à fabriquer des maisons. Il y a quand même un sacré... Ouais, bizarrement, il y a quand même du lien, je trouve. Oui, il y a du lien, mais... Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de sauts, ouais. Tu l'expliques comment? Ben, toujours dans cette idée d'être le plus autonome, débrouillarde D'accord. possible. Donc le fil conducteur, la trame, c'est L'autonomie, l'autonomie. Et ça englobe beaucoup de choses. Des Ouais. formations, il m'en reste à faire. Si tu veux vraiment, de toute façon, c'est impossible. L'autonomie alimentaire, tout ça, pour une personne, c'est quasi irréalisable. Mais en tout cas, y tendre le plus possible, ça demande, sur beaucoup de sujets différents, des compétences très poussées. Donc, pour être spécialiste dans plusieurs domaines, il faut quand même du temps, quoi. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Après la Drôme, vient le moment où j'ai un peu tout dans ma caboche ce qui m'intéressait, la question alimentaire et la question de l'habitat. Et vient le moment de mettre ça dans le réel, ou en tout cas de me poser un peu. Parce que j'ai beaucoup déménagé dans certaines régions. J'avais envie de m'enraciner. J'avais envie de trouver un territoire sur lequel je pouvais vraiment m'investir et mettre en application ces compétences. Donc, pour plein de raisons différentes, j'ai choisi la Bretagne. Tu connaissais ou pas? Non. Pas du tout. T'as pris une carte, hop, la Bretagne. Fouf, j'en ai croisé des cartes, ouais, mais pas... Après, est-ce que tu as fait comme pas mal de nouvelles filles de la campagne, de prendre la carte et de regarder où il y avait le moins de pollution, je sais pas, je veux dire des éoliennes, des centrales nucléaires, etc. Tu l'as fait ça ou pas? Bien sûr. La pluviométrie, la pollution des Ouais. sols. Là, il y a celle des législatives qui s'est rajoutée aux paramètres aussi. Ah oui, Donc, t'as regardé ça? Évidemment. Mais voilà, je connaissais très très mal, si ce n'est pas du tout le territoire. Et là, une amie très éloignée en commun, d'un truc un peu rocambolesque, j'avais jamais vu cette personne, a mis un message sur Facebook en disant « Je prête ma maison contre bon soin des animaux en Bretagne pendant 1 an. Qui veut venir ?» Et me voilà. D'accord, juste avec un post sur Facebook. Ça me permettait de découvrir le territoire, d'aussi se rendre compte de ce que c'est d'avoir... Ah, parce que là, tu avais déjà fait le choix du territoire. C'est pas le poste qui t'a fait choisir la Bretagne. Tu t'es dit la Bretagne et ensuite tu as vu le poste. C'est ça qui est fou. Ouais. D'accord, Mais ok. 1 mois après. Ouais. Donc ça te permettait quand même de rencontrer la région sans te poser dans une habitation que tu aurais dû je voulais chercher. Pas acheter, que ce soit en collectif ou intégrer un collectif, ou bref, je voulais pas m'installer durablement comme ça sans connaître le territoire. Sans savoir. Je voulais vraiment, voilà, exactement. Je voulais vraiment prendre le temps, surtout que la Bretagne c'est quand même très vaste. Donc d'un coin à un autre, t'es pas du tout dans le même environnement social et même environnemental, les paysages. Sur le territoire là, ouais. Et ça permet aussi de voir ce que c'est d'habiter en effet dans une longère en rénovation, parce que du coup, je rénove cette maison au passage. Ce que c'est d'avoir 1 hectare de terrain et tout. Donc non, c'est super.
très très belle coïncidence de la vie. Ouais. Alors, où es-tu en Bretagne et à quoi ressemble, à quoi ça ressemble là où on est posé? Alors, je vis à l'ouest de Rennes, dans les Côtes d'Armor, au sud de Dinan. Je suis à une demi-heure des deux, quoi, à peu près. C'est très sympa, mais on est quand même dans les terres bretonnes qui subissent, au débat, mais bref, il y a beaucoup de champs agricoles. C'est très, très marqué par l'agriculture, là où je suis. Agriculture massive? Ouais, On est dans c'est le pas dur, du bio. quoi. Là, on n'est pas chez les maraîchers bio, là. Hein. Agriculture, Ouais. c'est de la monoculture intensive, Ok. voilà. Après, je suis épargnée des élevages porcins, Dieu m'en garde. Mm. Je n'ai pas ça, parce que ça, c'est très, très courant en Bretagne. Ici, non. Autour de moi, j'ai quand même la chance d'être dans un endroit très marqué par l'agriculture et donc par les agriculteurs et agricultrices, par la chasse, mais il y a aussi autour, très très vite, des personnes qui ont déjà fait cette transition, qui sont déjà dans le monde alternatif, des jeunes, des moins jeunes. Je suis pas non plus dans la campagne profonde où il y aurait que ça et moi je serais la seule à avoir ces idées-là, quoi. J'arrive quand même à trouver des pairs très vite, quoi. T'as dit alternatif, j'aime bien demander, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière comme mot derrière alternatif? Pour moi, c'est des gens qui ont choisi une alternative, donc, au système capitaliste qui leur est proposé. On te dit, voilà, aujourd'hui, il va falloir que tu utilises ta force de travail pour produire un bien, pour que le marché estime sa valeur, et tu vas faire ça toute ta vie. Et aucun de ces biens n'a de sens, et bonne chance, quoi. Et les gens, ils se disent, ah, n'y a-t-il pas une alternative ? Et ils deviennent des alternatifs, en ruralité, souvent. Voilà. Ok, j'aime bien voir la définition, ce qu'on met derrière, parce que tu vois, il y a tellement de connotations Ah bah, différentes. oui, puis là, c'en est une parmi 10 autres que j'aurais pu te proposer, quoi. C'est quoi tes moteurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime de vivre en ruralité? Alors, en mettant de côté la partie de tes convictions, de tes valeurs, plus en tant que jeune femme, parce qu'il faut qu'on mette le focus là-dessus, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même que là, j'ai une jeune femme devant moi. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens autour de moi, autour de nous, qui peuvent dire, ah bah voilà, aller s'installer en ruralité, on s'ennuie, on rencontre personne, voilà, l'hiver c'est dur, il n'y a pas de culture, il n'y a pas, y a pas tout ce qu'on peut avoir en ville. T'as envie de dire quoi, toi, là-dessus? J'ai envie de dire que j'y croyais un peu, moi aussi, à ce truc-là. Et en fait, je pense qu'on peut ressentir la solitude tout autant, si ce n'est plus, en ville aussi. Tu peux te sentir très seul alors que tu es entouré, ça veut rien dire. Les hivers en ville peuvent être très déprimants pour la plupart des gens d'ailleurs. Pas besoin d'expérimenter la ruralité pour expérimenter la solitude et la tristesse hivernale. Après, c'est sûr, c'est plus marqué, peut-être. Rien qu'en question de confort, on en reparle, mais thermique en hiver, en campagne, dépendamment d'où t'es, ça peut être plus dur, c'est sûr. Mais la ville me manque. Alors, je ne pourrais, moi, de toute façon, c'est trop tard, c'est fini, je pourrais plus vivre en ville. Après, Pourquoi tu dis c'est trop tard, c'est fini? ben, c'est comme si j'étais allée trop loin dans mon cheminement pour Faire marche arrière? quelque part, oui. Il faudrait repenser, en fait. Faudrait des lieux hybrides entre la ville et les campagnes. Peut-être prendre le meilleur des deux. Mais actuellement, en tout cas, la ville telle qu'elle est, je sais que j'y perdrai en santé mentale, quoi. Je me porterai moins bien. Ça m'apporte énormément de sérénité, la ruralité. Et en fait, je tiens à dire aux jeunes qui m'écoutent et qui auraient peur de se perdre tout seul dans une campagne sans parler à personne que c'est pas vrai. Qu'il y a plein de choses. Rien que là, chez moi, j'ai des cours de batterie, une salle d'escalade, une librairie qui a été reprise par des jeunes. Chez toi, t'as dit? Ouais. Chez toi Putain, je vais m'éclater ce soir. Il y a une batterie là aussi, tu vois. Ah bon? Mais là, voilà quoi, Dans- 20 minutes à vélo. D'accord. Donc c'est quand même cool. Après, c'est sûr, toutes les ruralités ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont encore bien plus poussées, il y a encore bien plus de culture que moi, mon petit patelin. Et comme il y en a qui sont bien plus déserts, quoi. Mais c'est pour ça, faites du repérage, allez voir, passez des vacances, passez 6 mois avant de vraiment vous poser. C'est bien, tu viens de répondre à la question. J'allais te dire, est-ce que finalement tu as un conseil toi là-dessus sur des jeunes, pour les jeunes ou moins jeunes, hein, en tout cas les jeunes qui hésitent.
Est-ce que tu as un conseil à leur donner sur le fait de, voilà, on a envie, mais... Et ben de tester en courte durée, déjà pour se rendre compte, d'aller voir sur place en fait, parce qu'on a tellement soit de fantasmes, soit au contraire de préjugés négatifs. Ouais. Souvent c'est assez clivant la ruralité quand même. C'est soit ouah, ça va être trop bien, on va aller lever des chèvres et manger nos tomates, soit ça va être horrible, ça va être une catastrophe quoi. Donc souvent, comme toujours, la vérité est dans la nuance, et donc c'est bien d'aller l'expérimenter par soi-même pour se rendre compte vraiment de ce que c'est quoi. Et souvent c'est quand même une bonne surprise. Tester plusieurs régions aussi. Carrément. Après ça dépend d'où est-ce qu'on met. Chacun aura forcément ses propres conditions, ses prérogatives. Pas être trop loin de la famille par exemple, ça revient souvent. Ou alors par rapport à l'emploi d'un des deux, pas être loin d'une grosse ville, parce qu'il y en a un qui fait les allers-retours. Donc après c'est sûr, chacun ses contraintes, il faut bien réfléchir, mais on a de la chance d'avoir un très beau pays, plein de paysages différents, plein de climats différents. Donc on peut tous y trouver notre compte quoi. Qu'est-ce que tu ne supportes plus en ville ? Tout à l'heure tu as dit ça altérerait ma santé mentale. C'est quoi les frictions de la ville pour toi ? C'est que ça met un peu trop en exergue tout ce qui me brusque dans la société justement telle qu'on nous la propose quoi. C'est vraiment une accumulation de tout ce qui me... T'as un exemple concret ? Ouais, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, j'en parlais un peu avec mon père. J'étais dans une phase très, très militante. Je me suis un peu assagie, mais je lui disais, mais regarde tous ces panneaux publicitaires, tu crois qu'on en a besoin d'autant, qui sont illuminés toute la nuit, mais pourquoi faire encore, pour vendre quoi ? Qui a besoin ? Donc ça, oui, et tout ce qui est de façon pollution sonore, lumineuse, surenchère de la pub et de la consommation. Des produits, ouais, des magasins, des Voilà. boutiques. Et pour autant, je peux me retrouver dans la petite ville de Dinan à avoir une avenue complète de petites boutiques de créateurs. Ouais. Et là, ça pas te fait trouver plaisir. Ça dérangeant, tu vois. Ouais. Je vais être là, pourtant pareil, ils vont me vendre plein de choses. Bon alors évidemment c'est fait main, c'est fait artisanal et tout, mais c'est tellement pas la même démarche. En fait, ce qui me dérange dans la ville, c'est pas tant... Si c'était une accumulation de choses bien, en fait, si tu veux. Mais là, pour moi, c'est vraiment une accumulation de... ça me bruse, quoi. Je pourrais pas je sais pas comment t'expliquer, mais je comprends. C'est quoi le plus grand défi que tu as pu... ou alors plusieurs, parce que toi, tu as quand même plusieurs bouts de vie, là. Le plus grand défi ou les plus grands défis que tu as rencontrés dans cette... Est-ce qu'on parle de changement de vie pour toi ? Est-ce qu'on parle de transition de vie ? Comment tu veux qu'on l'interprète ? C'est vrai que j'ai pas un switch très clair suite à un burn-out à 40 ans, quoi. Donc... moi, c'est vraiment plus... c'est un cheminement, quoi. Je dirais que c'est une accumulation d'expériences, de prise de conscience. Mais ça s'est inscrit dans la durée et ça s'est fait de manière progressive. Assez naturel, j'ai l'impression, non ? Très naturellement. C'est fluide, quoi, en fait. Ouais. Ça semble décousu de l'extérieur, même auprès de ma famille. Moi, tu dis non, je t'assure, des fois, oui. Oui, en tout cas, maintenant, c'est clair. Peut-être pour tes parents, mais je suis pas ta mère, alors ça va. Je t'embrasse, maman, d'ailleurs. Mais ils ont été très patients là-dessus. Il n'y a pas une rupture, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est encore... donc, c'est pas un changement de vie. Donc, voilà, c'est le cheminement. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs, un seul, un grand défi que tu as rencontré et qui a peut-être été compliqué ou pas ? Mes grands défis sont plutôt à l'avenir. J'ai l'impression de ne pas avoir été dans le dur encore par rapport aux enjeux que j'ai dans ma tête. Pour l'instant, je vis très 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 bien cette ruralité. Après, évidemment, entre la théorie et la pratique, forcément, il y a un monde très vaste. Donc j'ai eu des déconvenues sur quoi, par exemple ? Ouais, quoi, par exemple ? Tout ce qui est les extérieurs de la maison. Ouais. Quand je suis arrivée, je me suis dit, là, je vais faire 5-6 buts en perma que je vais décaisser. Là, je vais me faire une mare de tant de mètres carrés. Ici, j'aurai mon petit sentier aromate. Non. Faut savoir que moi, j'ai resté quand même 9-10 mois dans cette maison. Donc, bref, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans un engouement de je vais faire ça. Sachant que tout ça, tu connais, puisque tu as fait des études de paysagiste. Donc, non, tu mais savais, tu avais tes plans, quoi. C'est pas un manque de connaissances, c'est le manque de temps qui arrive derrière. Parce qu'en parallèle de ça, je me suis installée à mon compte en auto-entrepreneur. Et en parallèle, je rénove quand même la maison dans laquelle j'habite. Donc, c'est-à-dire que tu rentres de chantier le soir. Faut encore que tu fasses ton chantier à la maison parce que ton week-end, tu as envie de le passer avec tes potes ou alors dans le jardin, justement. Et en fait,
tout ce truc organisationnel, moi quand même, je suis déterminée, mais j'ai un petit poil dans la main qui peut pousser de temps en temps et un penchant pour... je suis pas la plus organisée, quoi. Je fais beaucoup au feeling selon ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, pour tous les... Tu veux dire que c'est décousu? Tu vas à droite, après tu recommences à gauche, après tu... Non. amis hyperactifs et troubles de l'attention, sachez qu'avoir Ah oui. un endroit comme ça à s'occuper, ça va être un paradis pour vous. Vous vous lassez d'une tâche, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Vous avez envie de changer, toujours quelque chose. Et en fait, c'est ça que je suis en train d'apprendre, je pense, et c'est pour ça que c'est super comme expérience. Donc c'est ça le grand défi? La gestion du temps, de devoir revoir à chaque fois au rabais mes ambitions, parce que en fait, le temps est incompressible et la nature est ce qu'elle est, elle reprend très très vite ses droits. Donc si tu commences à t'emballer sur la surface à entretenir au début, quand t'es plein d'ambition, après faut quand même l'assumer, quoi. Donc je dirais que ça me prouve une fois de plus à quel point le collectif c'est précieux, parce que c'est une division de la charge mentale et de travail, et il y a des roulements qui se font. Et à la fois vraiment me dire le jour où je serai chez moi, entre guillemets, parce que je m'y attellerai avec plus d'organisation et je serai plus carré, quoi, dès le départ. Là j'avais tellement d'envie, j'étais là genre waouh, j'ai enfin un endroit où je peux tout expérimenter, Ouais, quoi. ouais. Donc T'as déjà expérimenté certaines choses quand même. oui, mais ça c'était... Oui, si, c'est vrai. Mais là, j'étais vraiment seule sur un lieu et je pouvais faire ce que je voulais, j'avais carte blanche, que ce soit le bâti ou les extérieurs, c'est quand même une autre expérience, quoi. Est-ce que tu as rencontré des mauvaises surprises? Puis après, tu me parleras aussi des bonnes surprises, mais sur ce cheminement. Les mauvaises surprises, elles sont généralement pas dues à mon environnement social, quoi. C'est pas tant relationnel, les mauvaises surprises, que des points assez techniques. On en reparlait encore tout à l'heure, mais tu rentres du travail, il est 19h. Moi, j'ai un poêle à bois pour cuisiner. Il faut que j'aille chercher mon bois, que je le recoupe au besoin, que je lance le feu, qui chauffe le poêle, qui lui-même va devoir chauffer mon plat. Il peut se passer 1 heure et quart entre le moment où je rentre et le moment où je mange. On romantise beaucoup la campagne, on la fantasme, mais pour autant, c'est pas pour rien. Faut pas oublier qu'à une époque, nos ancêtres étaient bien contents d'arriver en ville et d'avoir un confort qu'ils n'avaient jamais connu. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Évidemment. L'exode rural. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, on peut être assez malin pour prendre le meilleur de ce qu'on a actuellement et réutiliser leurs meilleures idées aux anciens et faire quelque chose de plutôt sympa. Mais il faut pas se dire que ça va être tout rose tout le temps et qu'il y a des fois tu vas être crevé, mais il va falloir quand même faire quelque chose que ah bah non, t'avais la flemme, mais il faut quand même le faire. C'est pareil, c'est les mêmes enjeux en fait qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Enfin, dans la vie citadine, il y a des fois où voilà, t'as pas envie de faire un truc, il faut le faire quand même. Donc on s'échappe pas tant. Il y a cette notion de... Il y en a plusieurs qui ont parlé de quitter. Bah, c'est Lucille que j'ai réécouté, tiens, qui était laborantine à Lille et qui élève aujourd'hui des chèvres et qui transforme en fromage. Et elle dit qu'elle a quand même quitté une vie confortable. Donc c'est une notion de confort. Après, qu'est-ce que le confort? Mais j'entends. Qu'est-ce que le confort? Non, mais c'est sûr. Qu'est-ce que le confort? T'as raison. Parce que là, on est ultra confort, là, à côté de nos... Sous l'arbre, à côté des fleurs, enfin des hortensias. Je dis hortensia, sinon on va dire c'est une grosse naze, elle sait pas le nom des fleurs. C'est un classique de la Bretagne. Non, ouais, en même temps, j'en ai plein chez moi. Ça, je suis bien tombée. Non, mais ça, c'est quand même une notion de confort, le fait que tu dois allumer ton poêle, attendre que ça chauffe, couper ton bois, enfin... Oui, mais c'est une contrainte qui est choisie. J'en subissais beaucoup plus des contraintes en ville, mais c'était subi, quoi. En fait, dans tous les cas, il y aura des concessions à faire. Dans tous les cas, rien n'est parfait tout le temps. Et je préfère 100 fois les contraintes liées à la ruralité que celles qui étaient liées à la vie citadine, c'est-à-dire attendre un métro bondé, devoir s'entasser, devoir courir mais dans un endroit qui est pollué. Tout ça, c'est des contraintes, mais qu'on a tellement intégrées qu'on ne perçoit plus comme une contrainte. C'est juste la réalité, quoi. C'est comme ça. Et de re-questionner ça, de partir en campagne et de se rendre compte qu'il y a d'autres contraintes en campagne, c'est sûr, mais 100 fois plus gérables, bien plus épanouissantes. Je préfère. Selon toi, ce serait quoi les trucs qui feraient le plus peur? C'est bizarre de dire comme ça. Qu'est-ce qui peut générer des frictions, donc des freins,
aux jeunes femmes pour venir vivre en ruralité? Selon toi, ce serait quoi? Alors, c'est pas que selon moi, parce que j'en ai discuté aussi avec d'autres jeunes femmes. Oui, tout à fait. Et qui n'auraient pas encore fait cette transition, ou qui l'ont déjà faite et qui ont dû lutter contre ça. Souvent, c'est lié à l'estime de soi. Bizarrement, c'est qu'elles se sentent pas capables, alors qu'elles le sont comme tout à chacun. Et c'est juste qu'elles sont impressionnées par l'ampleur de ce que ça demanderait. Elles se valorisent pas assez, en fait. Il y a un déficit de confiance en elles qui fait qu'elles se sentent pas capables d'y aller toutes seules. Mais toutes seules. Ouais. Pas en couple, pas sur un modèle, toutes seules. Ah bah non, de toute façon, dès que tu rajoutes un homme en plus, forcément, c'est pas le même rapport, quoi. Ouais, donc là, tu parles vraiment de la jeune femme seule. Donc l'estime de soi, c'est intéressant ce que tu dis. Mais il y a quand même une tendance à la dévalorisation généralisée, quoi, chez nous. Donc ça aide pas dans tous les choix qui demandent du courage, dans tous les choix où il va falloir sortir de sa zone de confort. Toutes ces choses-là, si tu as une mauvaise ou une basse estime de toi, ça va te mettre plus de temps que ce que ça pourrait, quoi. Voire ça n'arrivera jamais, parce qu'on est prise dans nos peurs. Alors, deux choses. Alors, j'allais te demander, ça veut dire que c'est que des meufs, des warriors, des badass là, qui viennent en ruralité, ou alors est-ce qu'elles ont moyen de passer outre ces peurs, et comment? Faut leur demander. Hein. Non, mais alors toi, t'étais warrior dès le départ ou... Non, mais tu vois, comment on peut leur dire finalement à ces filles, même si elles ont des peurs, une mauvaise estime d'elles, elles se disent je vais pas y arriver toute seule. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les deux choses décisives, ça reste souvent les mêmes. C'est être bien entouré, se faire porter par le collectif, se faire aider pour monter en compétence dans un domaine. Le lien qu'on a avec les autres humains, il est d'une ressource folle. Donc se faire accompagner sur ces enjeux-là, ça peut être super pour se donner la confiance qu'on n'aurait pas eu seul. Et après, c'est la mise en action, quoi, la mise en pratique, c'est dans le faire, en fait. Un peu partir de sa tête, de justement prendre un pas de côté sur nos peurs, nos envies, nos trucs de mésestime de soi, machin, et se dire là, je vais me concentrer dans le réel, dans ce sur quoi j'ai vraiment la main mise, voir ce que ça donne, et pas abandonner, surtout au premier échec, quoi. Ça, c'est... Forcément, tu vas entreprendre des choses, tout réussira pas du premier coup, mais la persistance dans l'effort, et ça, encore une fois, c'est aussi porté par le collectif. Au mieux vous êtes entouré, au mieux ça se passera, quoi. Ça veut dire que tu arrives en ruralité, te rapprocher justement peut-être des cafés associatifs, des tiers-lieux, voilà, après il y a des collectifs... C'est ça que tu veux dire aussi? Ouais, par exemple, tu as des antennes low-tech aussi, je sais pas si tu connais, c'est l'inverse de high-tech, pour mettre en avant des façons de faire dans le maraîchage ou le bâtiment qui nécessiteraient pas d'appareils électriques ou avec des énergies fossiles, quoi. Donc si dans le bricolage ça peut être ça, dans le maraîchage, bon alors là c'est encore plus facile de trouver des gens qui sont déjà exploitants ou déjà maraîchers qui chercheraient par le woofing ou autre. Ouais, par le woofing. Ouais. Mais en fait, de faire des petites actions, quoi. Des petites actions, peut-être partir juste avec une amie au début si on a peur de le faire seul, partir 10 jours dans une ferme pédagogique juste pour voir, quoi. La technique des petits pas. Et ouais, ah bah de toute façon... Par contre, est-ce que venir vivre en ruralité veut dire obligatoirement un cheminement comme le tien? Tu vois, je prends mon exemple, je vis en ruralité aujourd'hui, ça n'est pas pour ça que je me suis mis à construire des maisons. Tu fais bien de me le rappeler, oui. Moi, je suis partie dans mon truc. Non, mais tu comprends. Tu vois, il y a aussi peut-être toute une tranche de jeunes femmes qui souhaitent venir vivre en ruralité pour différentes raisons et qui ne sont pas obligées de... Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est là que ça devient... T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Déjà, je suis d'accord. Et surtout, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est un peu l'enjeu aussi qu'on a au niveau national, c'est de mieux répartir nos zones d'habitat, décentraliser aussi les grandes villes. Donc, évidemment qu'il faut repeupler nos campagnes avec une diversité de profils très riche. Le but, c'est pas de venir mettre que des apiculteurs, des maraîchers et des charpentiers dans les campagnes. Ce qui peut être un peu le cas dans certains endroits aujourd'hui. On a tendance à se regrouper. C'est sûr. Ça devient l'entre-soi après et ça peut être même moins stimulant et intéressant. Et
pardon pour tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé, en effet, de faire des formations maraîchage, éco-construction. Faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureuse, mais faites-le à la campagne, quoi. C'est quand même mieux. Ouais, non, mais je pense que c'est important aussi parce que sinon, tu vois, on va encore arriver. Toi, tu t'as parlé d'images de romantisme. Non, comment tu dis? Oui, on romantise la On campagne. romantise la campagne, et moi je parle souvent de la version Instagrammable de la campagne. Et on va tomber dans des clichés et aussi des fois même certaines injonctions liées à vivre à la campagne, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote, un moment marquant dans ce cheminement? Un truc fort, chouette ou moins chouette, ou émouvant, ou qui t'a fait du bien, ou qui a fait du bien? Le moment où j'ai basculé entre le faire parce que j'ai peur et le faire parce que j'ai envie. Longtemps, mon carburant, ça a été l'angoisse quand même, ce qui n'est pas très pérenne. Il y a quand même eu un basculement quoi, dans l'envie de le faire parce que c'est intéressant, parce que j'aime ce que j'apprends, parce que je trouve ça a du sens, que c'est beau, et pas uniquement parce que vite, faut s'adapter, tout s'effondre. Comment ça s'organise une journée dans ton nouveau métier? Et qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi le chantier sur lequel tu es aujourd'hui, par exemple? Eh ben, concrètement, souvent on fait du covoiturage. On passe me prendre devant la maison et on part sur chantier. Des fois, on passe par un atelier avant récupérer du matos. Des fois, on va direct sur site. Et ça peut être, là, typiquement, le dernier chantier, c'était un jeune couple qui font de l'agriculture, qui retapent leur maison. Donc tout l'intérieur, on a fait des enduits terre, tout l'extérieur des enduits à la chaux. Euh, et qu'est-ce que je peux te dire qui me semble là pas important, mais qui peut l'être si on connaît pas. Ouais. Pas évident. Est-ce que c'est dur physiquement? La condition physique des femmes dans le bâtiment, c'est un grand sujet. Ça peut faire peur, il y en a beaucoup qui ont envie de bricoler, et je connais beaucoup de gens qui ont envie de faire charpentière aussi par exemple, et qui se mettent des limites mentales parce que limites physiques. Moi je pense que ça fait du bien que des femmes investissent ces milieux. Moi j'arrive, je suis obligée de faire une session d'échauffement, le soir c'est étirement, si les charges sont trop lourdes c'est pas grave, je les divise, je les porte à deux. Après j'ai de la chance on va dire, j'ai toujours fait du sport, j'ai une bonne condition physique, je subis pas encore parce que je suis jeune. Ces effets-là, parce que je plie les genoux et que je tords pas mon dos, mais c'est tout des réflexes à avoir. Ça peut être dur physiquement, c'est sûr. C'est pas un métier où tu es assis sur une chaise derrière un ordinateur 8 heures par jour. On n'est pas là-dessus. Après, moi j'ai envie de dire ça entretient, mais non, moi je le subis pas encore. Donc, qui fait appel à toi? C'est du particulier principalement. Particulier, mais alors pas que. Il y avait ma mentor. Elle m'a regardé comme ça. Non, parce qu'il y avait quand même des sacrés trucs. Les marchés publics, ils se réveillent pas mal sur les enjeux de l'éco-construction. Ok. C'est notamment la ville de Paris qui a fait une crèche là pour l'Élysée tout en pisé en terre. Et du coup, pendant ma formation, j'ai dû faire des stages que j'ai fait régulièrement avec la même personne qui, suite à la formation, m'a embauchée, qui est un peu ma mentor sur les enduits en terre. Et donc cette femme, elle a décroché plusieurs marchés publics importants dans des mairies. Donc on a enduit une mairie entière en terre, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et elle est prise sur, par exemple, le truc de la Comédie, là, à Paris. Alors moi, Paris, j'ai pas toutes les références, hein, mais les autres sauront peut-être. D'accord. Donc, pareil, là, elle fait des enduits terre. En fait, il y a quand même des marchés publics qui sont pris par des gens cotés sans problème, quoi, qui veulent des enduits terre. Ok. Dans la Drôme, on a fait ça pour un super vigneron aussi, dans un vignoble, avec des fondations cyclopéennes. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est dur. C'est le pire truc que j'ai eu à faire de ma vie, je pense que c'était ça. C'est quoi? C'est une galère sans nom. Tu viens faire une immense trachée dans le sol que tu remplis de gros cailloux. T'as l'impression d'être au bagne, quoi, en fait. Ah ouais, la moissonnerie, ça peut être ingrat. Hein. Est-ce que ton choix est définitif? On peut l'entendre vu de la ruralité. Est-ce que ton choix est définitif dans ce changement de vie, cheminement de vivre ici et aussi de métier? Bon, j'ai l'impression que la ville t'y retournera pas. Par contre, c'est quoi ton prochain rêve? Vraiment m'orienter sur l'accompagnement. Parce que ce qui me fait aussi bien... ce que j'aime le plus dans
Ma vie professionnelle, c'est quand les gens ils veulent participer, mettre la main à la pâte, faire eux-mêmes de l'autoconstruction. D'accord. Donc nous, on arrive, on donne la recette, on montre les proportions, on montre le geste, on repart. Donc la transmission. Ouais, la transmission, j'adore. Donc voilà, d'avoir un lieu où les gens puissent venir faire des chantiers Faire participatifs. ensemble. Le faire ensemble. De toute façon, pour moi, c'est ça ou rien, ou c'est mal fait. Donc le faire ensemble, ouais. Changer d'échelle, quoi. Et vraiment m'axer peut-être que sur ça. On peut faire une passerelle directement avec ce compte Instagram que tu as déployé il y a quelques semaines maintenant, quelques mois à peine, qui s'appelle Tutonomie. Tutonomie. Ouais. Ce terrain de jeu, tu l'utilises pour transmettre, partager. Tu peux, tiens, vas-y, dis-nous pourquoi est né ce compte Instagram qui s'appelle Tutonomie, où tu transmets, où tu partages, où tu conseilles. Comment il est né, pourquoi il est né, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe. Et moi, j'invite tout le monde à aller... Ah, là, il y a un tracteur qui passe. Tac, tac. Le premier de la journée. Eh ben écoute, Tutonomie, c'est né... Déjà, j'ai un rapport avec les réseaux sociaux qui est un peu compliqué, voire inexistant. Même au téléphone, c'est dur. Et donc, j'avais pour idée, à la base, mais j'ai toujours pas abandonné ce projet, de faire une bande dessinée de vulgarisation sur la question climatique, parce que c'est quand même des enjeux qui sont systémiques et c'est pas évident à conscientiser. Et du coup, j'avais cette idée-là. Et après, c'est sûr qu'en regardant autour de moi, je voyais bien que les gens, ils étaient quand même plus sur leur téléphone que dans des bouquins. Et je me suis dit que pour atteindre un maximum de gens, fallait aller là où ils sont, quoi. Et il s'avère que c'est Instagram. Donc voilà. Et surtout, ça s'est couplé avec ce magnifique terrain de jeu que j'ai ici, où je peux rénover le bâti, entreprendre au jardin. Et donc ça s'y prêtait parfaitement bien pour faire un tuto sur une scie sauteuse, pour expliquer, dédramatiser aussi l'usage de cet outil qui est souvent utilisé quand on débute en bricolage, pour expliquer comment ne pas faire en sorte que son enduit fissure par exemple, ou plein de questions liées à la conservation des graines, faire un test de sédimentation de sa terre, tout ça. Donc Tu as fait un truc sur les toilettes sèches aussi, non? Ouais. Ouais, Ouais, carrément, pour dédramatiser aussi ça. Enfin voilà, tous les sujets qui me paraissent... En fait, j'ai fait le compte Instagram sur lequel moi j'aurais aimé tomber si j'en avais eu un à l'époque. Ah oui, comme moi avec le podcast. Voilà. J'ai inventé le podcast que j'aurais aimé entendre quand je suis arrivée en ruralité. C'est souvent ça qu'on entreprend, parce qu'on perçoit qu'il y a un manque. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Et puis ça manque beaucoup de représentation. Ça manque de représentation. Mon Dieu. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à bricoler, avant de faire cette formation, donc qui m'a quand même beaucoup appris, je regardais sur YouTube des tutos de bricolage, comment servir d'une scie circulaire, par exemple. Et tu tombes toujours sur des Jean-Michel. Jean-Pierre. Des Jean-Pierre, ouais. Il y a beaucoup de Jean-Pierre dans le monde du bricolage. JP. JP avec son petit marteau, il m'expliquait comment planter ce clou, tu vois. Et j'étais là en mode, mais bordel de merde, il n'y a pas à un moment une nana, quoi, ou une femme, ou une jeune femme. Et c'est très bien ce qu'ils font, je dis pas, mais ça manquait, quoi. Donc je me suis dit, allez, ça va changer un peu du paysage audiovisuel qu'on peut voir habituellement. Ouais. Après, je suis pas parfaitement codée, tout n'est pas parfait. Je lutte en permanence avec ce truc du perfectionnisme. Mais écoute, ça a l'air de convenir. Est-ce que tu veux dire autre chose sur ce super compte, ce terrain de jeu Instagram? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. T'en es heureuse? Ouais, en fait, je suis heureuse que... Ce qui me rend le plus heureuse, c'est de voir l'impact que ça peut avoir dans le réel d'autres personnes que je ne connais pas, qui habitent à l'autre bout du pays, et qui vont me demander pourquoi ce matériau-là plutôt qu'un autre. Susciter l'intérêt et en même temps de transformer derrière. Ah ouais. Que ça transforme. Et puis bon, il y en a qui me disaient merci, là tu viens de me donner un petit shoot de confiance, de me dire que c'est possible, juste de se dire en fait il y a un monde où je peux le faire. Ouais. Et rien que de le voir chez d'autres, ça rend heureux, quoi. Enfin, heureuse, c'est sûr. Ah si, j'ai retrouvé ce que je voulais te demander. Est-ce que tu connais la répartition de ton audience homme-femme là-dessus? Ah, j'adore. Oui, c'est un truc sur lequel... Alors, je regarde pas beaucoup les chiffres, mais s'il y a bien un truc que je regarde, c'est ça. Parce que suite à mon tuto scie sauteuse, le premier qui avait bien marché, alors autant avant j'étais 40-60% de femmes, 60% de femmes, répartis à peu près comme ça. Tuto scie sauteuse, je suis passée à 80-20 d'hommes. J'avais 80% d'hommes. Ah bon? Je te jure. Et je me suis dit,
oh shit. Genre, parce qu'en fait, c'était eux qui regardaient jusqu'au bout. C'est parce que c'est eux qui bricolent le plus à la maison, ceux qui sont le plus intéressés par les machines et tout comme ça électriques. Et du coup, je me suis dit, là, on va avoir un problème parce que c'est pas du tout l'audience que j'ai envie de toucher. Ouais, ouais. Lui, il peut aller voir JP, tu vois. Il y a d'autres femmes qui, voilà, préféraient peut-être pas. Et après, je me suis retrouvée avec la vidéo du gastéropode. Et là, forcément, c'est mignon, c'est de l'aquarelle, c'est du care. Et là, c'est reparti dans l'autre sens, quoi. D'accord. Je suis repartie à 80-20, Ah ouais. mais 2 femmes cette fois. Comment t'as réussi, toi, à tisser des liens du réseau en arrivant en ruralité? Voilà, pour aussi justement lever le frein de je vais me retrouver à la campagne, je vais connaître personne, je vais être seule au monde, déprimée. Alors, dans les autres zones de ruralité, avant, j'avais ce gros truc quand même où j'arrivais quelque part pour faire une formation. Donc, de facto, t'étais dans une promo, souvent moins de 20, bonne ambiance, les amis, des copains, des trucs, aucun problème niveau social. Donc là-dessus, je l'ai jamais subi. Là, la Bretagne, c'est nouveau parce que j'arrive et là, pour le coup, il n'y a pas de formation. J'arrive, je suis toute seule. Après, là, j'ai repris la maison donc, d'une femme qui m'a elle-même présenté ses amis ici. Les voisins, maintenant, je les connais très bien. On est amis. Et puis, par le travail, tout simplement, tu te fais des rencontres. Pareil, j'avais des amis lyonnais qui sont en réalité bretons et qui vivent là en Bretagne actuellement, avec qui j'ai repris contact. Pareil, Nantes, Angers, enfin, il y a tout quand même l'ouest de la France où on arrive à se retrouver très régulièrement, sur Rennes ou ailleurs. Et après, c'est tout le reste. Ça peut être, ça dépend des gens, mais l'escalade, des trucs associatifs, tenir une permanence à la librairie d'à côté ou à la guinguette, peu importe. Mais rencontrer des gens, en fait, je comprends que ce soit un enjeu qui fasse peur, surtout pour des tempéraments timides ou introvertis. Là, mon astuce, c'est de faire des rencontres quand il y a un ami avec vous, quoi. De sortir à deux, d'aller dans ces lieux où t'oses pas aller seul, de le faire juste la première fois avec quelqu'un et d'y retourner seul par la suite, mais de voilà, créer les premiers liens, les premiers contacts avec quelqu'un qui te valorise et qui te donne confiance en toi, ça peut aider. Mais non, ici, la solitude, je ne la subis pas du tout. Des fois, je la cherche même, tu vois. Donc, en tout cas, c'est une solitude qui est choisie, qui n'est pas subie, et c'est la différence qui est importante. Après, j'étais en train de me dire en t'écoutant que finalement, est-ce que les personnes qui viennent vivre dans ces environnements-là ne recherchent pas aussi une certaine forme de... Enfin, t'as dit solitude choisie. Oui, de tranquillité, quoi. De aussi. tranquillité. Peut-être moins de... Ouais, c'est même pas, peut-être pas solitude, c'est tranquillité. Ou... J'ai l'impression que Côté les paisible. relations sociales peuvent être moins intenses que... Bon, après, c'était ma jeunesse aussi. C'est comme Moins ça que intense, j'ai mais vécu plus forte, Ouais, c'est... profonde. Ouais, voilà. C'est peut-être moins régulier, et encore que, mais ça a plus de profondeur, quoi. Ouais, de et profondeur. puis surtout que tu es dans un truc souvent d'échange, de convivialité, de troc, de rendre service, de dons, très très vite dans la ruralité, tu as Ouais, quand même cette approche de carrément. solidarité qui réchauffe un peu le cœur, quoi. Donc, Et chez les femmes, moi j'ai trouvé beaucoup de... J'aime pas trop dire ce mot-là parce que ça fait un peu comme bienveillance, je sais pas, sororité, mais d'entraide entre femmes. Et c'est ce que j'ai vu avec les nouvelles filles de la campagne, quoi. C'est un truc de malade, mais de fou, quoi. Enfin, les femmes, elles sont incroyables là-dessus. Hein. Et bien ça, c'est un très gros sujet sur lequel tu switches, je pense, à un certain âge, mais t'es pas éduqué du tout comme ça, parce qu'on est quand même vachement en compétition, les femmes. Oui, surtout dans je suis notre... contente que tu te dises ça, j'allais ouais. dire, vas-y, je t'écoute, mais après je vais faire une aparté. Justement, cette mise en compétition, consciente ou non, quand on est plus jeune, Ouais. pour moi, elle est hyper délétère pour notre confiance en nous et la confiance en l'autre, entre femmes, je parle. Et ça, quand tu grandis, le changement de rapports sociaux que tu as avec les autres femmes, il est d'une ressource tellement puissante, parce que justement, elle te donne confiance, elle t'inspire. Je n'ai jamais aussi bien appris que quand c'est une femme qui m'a appris quelque chose. Il n'y a pas ce sentiment de hiérarchie, de pression qu'il peut y avoir avec des hommes. Et t'es en confiance, quoi. Ça roule, et c'est très très riche. Puis on en parlait un peu tout à l'heure, mais de se libérer de la valorisation aussi masculine, c'est libérateur dans la vie d'une femme, et ça te permet de te concentrer vraiment sur tes objectifs perso, en t'enlevant une des pressions les plus fortes qui s'exercent sur nous, le patriarcat, tu vois. Ouais. Et donc de se rapprocher d'autres femmes, c'est émancipateur au possible. On a l'impression que ça va nous mettre en concurrence et qu'on va se sentir toute naze et tout, mais pas du tout. Tout l'inverse, ça va nous donner beaucoup de force.
Je pense en effet, on a plus de coopération dans le monde rural. Donc forcément, tu es plus confronté dans ton quotidien. Mais après, il doit y avoir une histoire de maturité aussi, parce que tu peux vite le prendre comme une menace, quoi, une femme badass. Alors qu'en fait... À quoi tu renoncerais plus? Voilà, c'est ça, ouais. À quoi tu ne renoncerais plus en vivant en ruralité? Que ce soit dans la Drôme, en Bretagne ou demain en Dordogne. C'est hyper con. Merci. Mais non, mais là, vraiment, j'ai rien de... Ça va pas être une révélation, mais un extérieur. Là, tu me mets dans un appartement, par exemple. Impossible. Là, alors je demande pas un hectare, hein, de toute façon ça me servira à rien. Mais ouais, un endroit dehors, quoi. Là, L'extérieur. L'accès à l'extérieur. Enfin, ouais. l'extérieur. La nature. Ouais. Un jardin. Un jardin, la nature, un terrain, n'importe. Mais voilà, d'avoir des arbres pas trop loin, même s'il y a de l'eau qui coule, ça me va. J'en demande beaucoup, mais voilà, quoi. Okay. Non, mais déjà juste de l'herbe, quoi. Rien que ça me va. Tu ne veux plus aller dans un appartement, tu veux pas aller dans un endroit où il n'y a pas de jardin, etc. Le fait de vivre en campagne, dans la nature, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Qu'est-ce que ça fait concrètement sur toi? Qu'est-ce que ça te procure? Souvent, il y a un peu cette notion qu'on dit d'être hors sol. Comment t'imaginer ça? Tu vois, ce serait comme un arbre qu'on mettrait dans un pot, donc quelqu'un qui vivrait en ville. Moi, là, j'ai l'impression que je suis plantée dans la terre et que je peux m'enraciner et grandir comme je veux. En fait, ça me permet de développer tout mon potentiel. Tu vois, je suis pas une plante verte dans un vase qui quémande l'arrosoir. Je suis un arbre qui prend la pluie et qui la gère, quoi, dans tout son réseau racinaire et tout. Donc je me sens, c'est même pas plus épanouie, je me sens juste vivante, quoi, dans le vrai sens du terme. T'en as pas mal qui parlent de simplicité de vie. À chaque fois, je leur demandais, parce que alors moi, au départ, comme j'étais dans mon cheminement, je comprenais pas. Ça veut dire quoi, une simplicité de vie? T'es dans une simplicité de vie? Et ça veut dire quoi pour toi? Alors... Parce que le fait de vivre à la campagne, voilà, on se dit, on a notre petit jardin, notre petite tomate. Oui, on dit souvent une vie plus simple. Oui, on dit souvent une vie plus simple. Alors la plupart m'ont dit... Elle peut être extrêmement complexe, hein, cette simplicité. Oui, comme aller couper du bois le soir quand tu rentres. Oui, puis gérer tout un... Imagine que tu dis, je vais faire un potager, je veux qu'il soit 100% résilient en eau. Ouais. Faut mettre tes graines en stress hydrique, il faut avoir suffisamment de récupérateurs d'eau, il faut avoir suffisamment de toit, il faut avoir sinon un puits, mais il faut t'assurer que ta veine d'eau, elle est assez, puis il faut le gérer dans l'avenir. Il n'y a rien de simple dans les questions... Quand tu commences à pousser le curseur de la ruralité, ça peut très vite être complexe. Alors qu'est-ce qu'elles entendent par là, tu crois? Je pense que c'est plutôt des valeurs essentielles, quoi, des trucs plus... Revenir aux fondamentaux, quoi, revenir à des choses qui ont du sens, des choses en effet. On dit vie simple peut-être parce que à nous ça nous apparaît plus simple parce qu'en fait ce serait naturel, c'est la chose la plus fluide. Parce qu'on est conçu quand même pour vivre dans la nature. Enfin, en effet, on est la nature, tu vois. Donc ouais, c'est revenir à des choses qui nous paraissent plus simples parce que juste elles sont faites pour qu'on les vive. On est fait pour être dans la nature. Donc forcément, ça nous paraît plus simple, tu vois. Bien que ce soit en effet des sujets très complexes, machin, dès que tu touches à l'autonomie, mais du reste, en fait, c'est pas si dur d'être vivant. Tu sais que j'ai fait ce podcast, donc déjà parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes extraordinaires autour de moi en ruralité. Je souhaite vraiment balayer toutes les idées reçues que l'intelligence collective ou la société, je ne sais pas comment on peut dire, donne à la vie à la campagne. Toi, si tu devais les balayer, ces idées reçues, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, le truc qui revient le plus, j'ai l'impression quand même dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le côté cutéreux, inculte et solitaire. Ça a quand même la peau dure. Ouais. Alors même qu'aujourd'hui, le territoire, il se maille quand même de réseaux où c'est plein de gens en reconversion, où c'est plein de gens qui redéfinissent ces lignes, quoi. Ça veut dire que la ruralité, elle se redessine en ce moment, tu penses? sûr. Ces dernières années, la ruralité, elle... Il y en a une qui m'a dit que la ruralité, c'était le monde moderne de demain. Je trouve que c'était quand même joli. C'est bien dit aussi, ouais. C'est moderne de vivre à la campagne, en fait. C'est pas que plouc. Pas du tout. Non, surtout dans ma génération, il y a quand même un gros appel à ça. Hein. Mais elle va se redéfinir, elle se
redéfinira encore plus. Ce qu'il faut y amener maintenant, c'est ce qu'il y avait exactement à l'époque, des petites gares dans les villages, Ah ouais. des services publics, les Oui. hôpitaux, Oui. des écoles. Oui. Revitaliser tout ça, décentraliser, revenir comme... c'était pas si mal, hein, franchement. Mm. Alors bien sûr, il y avait les enjeux sociétaux qui étaient les leurs, mais garder le meilleur des deux, quoi. Garder les bonnes idées des anciens, les appliquer avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et franchement, il y a de quoi faire un truc sympa, hein. Tu voudrais entendre qui derrière toi à ce micro ? Est-ce que tu me recommandes une autre jeune femme, ou pas forcément jeune, hein, mais qui pourrait avoir sa place, en tout cas, dans le podcast des Nouvelles Filles de la Campagne ? Eh ben, il y a Maëlys, la sœur d'Ewen, un ami à moi, qui habite pas loin, dans la forêt de Brocéliande aux abords, et qui, elle, pareil, elle a grandi en zone rurale, elle a fait ses études et commencé à travailler à Rennes, et là, elle y retourne dans la maison familiale qu'elle rénove. Ok. Et donc, elle réinvestit les lieux, et c'est une jeune femme, tout comme moi, de ma tranche d'âge, un peu plus, mais qui serait intéressant aussi d'écouter, je pense. Et elle Passionnante. a fait donc le choix de revenir à la campagne. Tout à fait. Parfait. Tu dois recommander ce podcast à quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que cette personne... voilà, tu veux lui recommander parce que ça peut être utile pour, ça va t'inspirer ou... Je sais pas. Question facile parce que j'ai déjà fait dans la vraie vie. Donc, ce que je dis, c'est que ça met en avant les femmes qui habitent dans les espaces de ruralité et les enjeux un peu liés à ça, quoi. À cette transhumance et le genre. Et que en général, c'est des profils inspirants, quoi. C'est bien, elle avait bien cadré le truc. Parfait. Les deux dernières, Pas de souci. de quoi tu es la plus fière ou la plus heureuse aujourd'hui dans ta vie, dans ce cheminement ? De quoi tu es la plus fière, la plus heureuse peut-être ? Ben, quand même, ce qui revient en premier, c'est le partage avec les proches. C'est ce qui me rend le plus heureuse. Ça va être de transmettre, de montrer, de faire aimer, de faire connaître. Et ouais, quand les amis viennent souvent ici, ils passent plusieurs jours. Et c'est toujours les moments qui me remplissent le plus, pardon. Parce que le collectif et parce que la campagne et les deux ensemble, c'est incroyable, quoi. En parlant justement de famille, parents, frères, tu n'as pas de sœur, tu as un frère, grands-parents, peu importe, enfin voilà, toute ta famille. Quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ton parcours ? Pense de tout ça. Par rapport à la petite fille qui était à Marc en Barœul. Eh ben, c'est marrant parce que quand j'ai arrêté mes études supérieures qui me prédestinaient quand même à travailler dans des bureaux ou quoi, ma mère, elle s'inquiétait qu'en faisant paysagiste, j'allais prendre un peu cher physiquement. Puis après, je suis partie dans le bâtiment, qui est quand même le pire. Donc là, quelle est la prochaine étape ? Elle en a un peu marre, mais elle dit plus rien maintenant. Elle me laisse faire. Non, quand ils arrivent là, là c'est un peu l'aboutissement de tout mon cheminement ancré dans le réel. Donc maintenant, c'est plus palpable pour eux. Pour moi, ça a toujours été très clair, mon parcours. Je savais où j'allais, je savais pourquoi je faisais telle chose. Eux, c'était pas si clair, tu vois. Donc là, de voir tout ça, en plus avec le compte Tutonomie, Ah ouais. tu vois, là, il y avait toi déjà qui vient, qui trouve que ça vaut le coup de me parler. Pareil, une journaliste du Nouvel Obs qui fait un article. Tout ça, c'est des choses, c'est de la preuve sociale qui sont rassurantes pour les parents. Ah oui. Et qui se disent, bon, elle a fait tout ça, elle a navigué un peu, mais là, c'est bon, ça a l'air de prendre son petit truc, tu vois. Donc, après, j'ai des parents très, très soutenants. La seule phrase qu'ils nous répétaient avec notre frère par rapport à nos études, c'était « Tant que vous êtes heureux, faites un truc qui vous rend heureux, quoi. » J'ai jamais trop senti de pression par rapport au fait que j'ai pas utilisé un master ou je sais pas quoi pour devenir CSP+. Ils s'en foutent, quoi. Alors quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ma mère, elle dit qu'elle pourrait pas l'hiver, que ce serait long. C'est mignon, mais pas pour moi. Après, c'est une femme du Sud, hein, mais bon. Elle aime la chaleur, quoi. Elle aime le soleil, voilà. Mon père, par contre, il serait plus facilement convaincu. Mais ils disent quoi de toi, de te voir faire tout ça ? La première fois là, que j'ai vu un peu dans le regard de mon père, en effet, qu'il y avait une certaine, un petit ébahissement, tu vois. Un petit « Ah ouais, mais t'as fait ça ?»
Mais moi, j'ai toujours su que je savais le faire. C'est juste que, vu qu'il l'avait jamais vu lui de ses propres yeux, il s'en rendait pas compte, quoi. Donc là, il est là, il peut dire « Ah oui, mais là, t'as pris du galon quand même ces derniers temps. » Bah non, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que tu le percevais pas. Mais maintenant que ça se voit dans le réel, ouais, c'est plus facilement compréhensible pour eux ce que je fais. C'est concret, tu veux dire? Ouais, c'est concret, c'est très concret. Donc forcément, ils sont fiers, quoi, je pense. Ce serait bien que tes parents parlent à d'autres parents. Et ouais, ma mère, elle en a beaucoup l'envie, c'est une femme incroyable. Je suis même pas la moitié d'elle. Et elle a de cœur aussi d'aider les jeunes. Elle a tout un truc sur libérer les gens, quoi, du salariat, de leur peur. Oui. Elle est très entreprenante là-dedans. Elle a écrit des super bouquins. Elle fait des retraites et tout au Maroc là-dessus. Enfin, c'est vraiment super ce qu'elle propose. Et donc, elle en parle déjà. Je suis désolée, c'est la dernière question, mais ça veut dire peut-être quand même que... Est-ce que c'était pas plus évident, plus facile, entre guillemets, pour toi d'adopter ce chemin, ce cheminement, blablabla, en ayant des parents comme ceux-là, en tout cas une maman comme ça? Enfin, je dis pas que c'est facile, ce que tu as fait, c'est pas ça, je veux dire, mais en tout cas plus encourageant, un peu comme l'épisode avec Chloé Mézy, où effectivement, devenir chef d'orchestre, petite fille en ruralité, devenir chef d'orchestre, ses parents n'avaient pas d'idées reçues, de croyances limitantes pour l'emmener, pour la faire... Oui, tu peux être chef d'orchestre, ma fille, même si tu es née à Thiviers, au fin fond de la Dordogne. Tu vois ? Alors, oui. C'est sûr que le tempérament de ma mère, je l'ai pris en grande partie. Ouais. Ça m'a hyper inspirée sur notre capacité à être entreprenante et tout et tout. Après, quand j'ai commencé mon cheminement, elle était encore dans un schéma de salarié. Plus classique. Elle aussi, elle avait pas encore... On a fait un peu notre transition en même temps. Okay. On s'est un peu auto-influencé. Vous avez fait votre crise d'adolescente en même temps? Presque, ouais. Et du coup... on se porte aussi mutuellement. Je vois que je déconstruis des choses chez elle, que je peux lui apporter des trucs qu'elle serait passée à côté. Et inversement, évidemment. Donc, non, c'est hyper nourricier comme lien. Mais donc, c'était quand même ça. Enfin, en tout cas, c'est chouette que tu aies eu des parents comme ça. Une super grosse gratitude. Et donc, il faudrait des parents comme les tiens. Il faudrait démultiplier des parents comme les tiens. Pour emmener les jeunes femmes vers ces chemins-là, quoi. C'est vraiment vrai ce que tu dis, parce que je me rends compte dans mon entourage aussi que l'influence des parents, enfin, je le vois moi vraiment dans ma génération, dans des exemples d'amis proches, où les parents, même inconsciemment, mais des fois même complètement consciemment, les brident là-dedans, quoi. Ou projettent à fond leur peur. Alors ça, c'est un grand classique. Ouais. Parce qu'elles ne seraient pas capables de le faire, donc pourquoi leur fille le ferait, quoi. Et ça, c'est vrai que... Merci, parce que j'ai pas eu à me soucier de ça, quoi. C'est comment le prénom de ta maman, déjà ? Valérie. On remercie Valérie. Elle fait un bon taf, ouais. Merci Valérie et merci Lionel. Pour terminer le podcast, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu as envie de passer comme message avant que l'on aille se promener dans ce bel environnement ? Ouais, j'ai vraiment envie de dire, si vous êtes une femme et que vous avez moins de 30 ans, un peu plus que 30, je vous compte dans mon équipe, mais voilà. Putain, moi je fais plus partie de la team, quoi. Mais c'est que vous êtes capable, vous pouvez bricoler par vous-même, vous pouvez investir des lieux de ruralité, vous pouvez y arriver, vous avez cette capacité en vous, on l'a tous, il n'y a pas de raison que vous en soyez épargnés. Rapprochez-vous de gens, si vous avez peur de le faire seul, venez même à la maison, je vous accueille, je vous montre des trucs, mais voilà, ça va le faire, faites-vous confiance et surtout faites-le, quoi. Je valide parce que vous pouvez venir ici, c'est très joli. C'est très très mignon. Écoute, merci Élise, merci beaucoup. T'as dit que tu étais contente tout à l'heure d'être invitée dans un podcast. Moi, je suis très contente d'être invitée chez toi. Merci Élise, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. On appuie sur pause ? Allez, c'est parti. Ciao tout le monde. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify.
Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!